Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde consacrée à l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, si vous en parlez avec des experts, ils vous diront « ça fait longtemps qu'on est dirigé par des robots, par des algorithmes, par des data ». Mais la révolution ChatGPT a fait basculer l'intelligence artificielle il n'y a pas plus d'un an, dans le grand public, et les usages se sont complètement démocratisés, si je puis dire. Alors une transformation profonde est en cours et l'on se pose évidemment la question de la suite et des risques associés au pouvoir des machines qui a illuminé le cinéma hollywoodien depuis des siècles, des années, des siècles, non, pas des siècles. Alors, entre craintes et perspectives prometteuses, comment l'IA va changer nos vies et plus précisément le monde de l'éducation? On est là pour en parler avec un ouvrage collectif, l'IA éducative, l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. C'est passionnant avec des contributions d'experts qui nous permettent d'y voir plus clair et d'éclairer ce chemin si touffu, si dense, pour savoir comment finalement le futur sera, si on peut le prévoir. Alors, je vous disais des experts, Olivier Delagarde, il est à ma droite, c'est lui qui a eu l'idée de ce bouquin. Frédérique Guénaud, elle est à ma gauche, c'est elle qui a coordonné ce bouquin. Bonjour à vous deux. Il y a aussi des experts, Axel Sipel, auteur d'un ouvrage Au cœur de l'IA, c'était en 2020. C'est pour vous dire qu'on en parlait déjà il y a 3 ans. Bonjour Axel. Bonjour. Nathan Bonnet, entrepreneur, président de Polymnia. Alors, une solution magique d'intelligence artificielle, puisqu'on évalue tout de suite votre body language, votre capacité à vous exprimer, tout ça grâce à l'IA. Vous en direz plus. Vous êtes aussi président de l'Institut Sapiens, un think tank pour une prospérité partagée à l'ère du numérique. Tout est bon. Tout est bon. On en parlera avec vous. Vincent Lecerf, qui est docteur en intelligence artificielle, mais il fait tellement de choses que j'ai résumé comme ça. Il est aussi professeur, il est aussi consultant pour plein d'entreprises sur l'intelligence artificielle. J'ai bien résumé? Enchanté. Une experte viendra nous rejoindre pour nous dire si tout ce qu'on dit est frappé du coin du bon sens. Nora Dieppe, elle est experte en IA au sein du groupe OnePoint, un cabinet spécialisé dans la transformation des organisations privées publiques, petites et grandes. Donc avec elle, on verra si tout ce qu'on a dit finalement fait sens et comment elle peut nous éclairer sur ce chemin de l'IA. Olivier, pourquoi avoir écrit ce bouquin et l'IA éducative? Alors, l'IA, on voit bien, l'IA éducative, vous avez tenu à spécifier parce que c'est une particularité. Et rappelez-nous un peu ce que vous vouliez partager avec ce bouquin. Alors, ce concept, si on peut dire de l'IA éducative, c'est quoi? C'est la somme, en fait, de toutes les initiatives de l'intelligence artificielle dans l'éducation et plus particulièrement dans l'enseignement supérieur, à la fois les initiatives présentes et les initiatives à venir. C'est un tout de suite et un au-delà, comme disait Camus. Et pourquoi on a voulu parler d'IA éducative? Parce que, en fait, il y a beaucoup d'initiatives, plein de trucs pratiques qui se passent, en particulier depuis un an, depuis la révolution ChatGPT. Beaucoup d'outils qui arrivent à tous les niveaux, sur l'évaluation, sur l'apprentissage de la prise de parole en public, sur les études de droit, sur l'aide à la rédaction des mémoires par l'intelligence artificielle. Et en fait, l'aide à la rédaction des mémoires, la rédaction des mémoires. Et ce qu'on a voulu expliquer, c'est que cette foisonnement d'initiatives, au fond, c'était fondamentalement positif, que ça allait apporter, que ça pouvait apporter en tout cas des bonnes choses pour l'éducation. Et donc l'IA éducative, c'est aussi l'IA utile, l'IA positive et l'IA au service des élèves. Vous vouliez voir en tout cas le verre à moitié plein, c'est ça aussi. Parce que c'est vrai que je parlais de crainte, voire un peu de défiance vis-à-vis de ce machine learning, de cette IA, de data, tout ce système qui fait que parfois on perd un peu la maîtrise. Et oui, parce que l'idée en fait du livre, elle est née, je ne sais pas si donc on se souvient tous, ChatGPT arrive, je crois le 30 novembre, chose comme ça, enfin c'est mis à la disposition du grand public. Et dans les semaines qui suivent, les premiers articles, je pense à des tribunes du Figaro, de Luc Ferry ou de gens comme ça, le premier réflexe des gens, c'est oh, « Mon Dieu, ça va permettre aux élèves de tricher ». On propose quand même une technologie qui va révolutionner pas mal de choses. Et spontanément, le premier truc auquel les gens pensent, c'est les profs qui se disent « Les élèves vont tricher avec ça oui. ». Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire parce que si c'est comme ça qu'on aborde ce que l'IA peut apporter à l'école, on n'est peut-être pas tout à fait sur le bon chemin. Donc c'est comme ça qu'on a lancé cette initiative. Je ne pense pas que Luc Ferry, il y a 20 ans, même quand il était ministre, parlait IA d'ailleurs de l'éducation. Enfin, je précisais que l'IA, ça fait 20 ans qu'on en parle, nos experts nous le rappelleront. Frédéric, vous avez piloté, j'allais dire, dirigé cet ouvrage. Alors, racontez-nous un peu, même question pour Olivier, qu'est-ce que vous avez voulu partager? Alors, il y a plein de tribunes d'experts. D'ailleurs, nos 3 invités ont rédigé des papiers que je vous recommande d'ailleurs. Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire M. Delagarde. En fait, il y a eu un grand flou dès l'arrivée de l'IA. Certains ont eu peur et au contraire, nous on a voulu, dans cet ouvrage, démystifier cette notion d'IA, expliquer ce qu'est l'IA, mais aussi ce qu'elle n'est pas.
Alors, on s'appuie on s'appuie en fait sur des paroles, sur des propos, sur des démonstrations d'experts, et on a accompagné cela en fait d'expériences terrain. C'est-à-dire que l'ouvrage, c'est dans un premier temps apprendre qu'est-ce qu'on connaît sur l'IA, c'est aussi comprendre. Alors comprendre par les expériences terrain, il y a certains Je lis avant rédacteurs. de vous parler. Hein, Oh, très bien, je bonne l'ai déjà idée. lu un peu quand même. Hein. Bonne idée. Et en fait, on voit qu'il y a déjà des expériences terrain qui se développent, qui sont extrêmement intéressantes. On ne va pas oublier quand même de dire qu'il y a près de 1000 IA qui se créent par jour. Et donc, comprendre le sujet, apprendre par des expériences terrain et aussi surprendre. Parce qu'on en est qu'au début Ah des oui, ça, IA. c'est- Et ça va, beaucoup de choses vont bouger. Beaucoup, aussi bien au niveau de l'éducation que des enseignants et que des étudiants eux-mêmes. Et en fait, je pense qu'il faut, enfin, c'est pas je pense qu'on est beaucoup à penser, il ne faut pas du tout avoir peur de l'IA. Don't be Et afraid. don't be afraid. N'avancez pas, ne dites pas tout, s'il vous plaît, Pardon, Frédéric. pardon. Vous aurez le temps de nous tout de raconter. Et c'est vrai que je vous recommande la lecture de cet ouvrage. Je l'ai fait voir une dernière fois. Alors, je vais me retourner vers nos experts, si vous me permettez. Je vous Frédéric. autorise pleinement. Vincent, quand on préparait cette conférence, vous me disiez, Gilbert, ne parlez pas d'IA, parlez d'informatique avancée. C'est déjà plus simple à Oui. comprendre comme concept. Alors racontez-nous, ça fait un peu de matière pour celles et ceux qui nous écoutent. Oui, alors souvent quand je parle d'intelligence artificielle, je parle d'informatique avancée parce que c'est les meilleurs algos du moment pour simuler l'intelligence humaine. Donc derrière, il y a les algos qui changent avec le temps, donc même la définition de l'IA change avec le temps. L'intelligence, ce n'est pas une vraie intelligence. Si on fait une petite analogie, la CIA, c'est pas le centre de l'intelligence, c'est l'intelligence au sens traitement de l'information. Donc la bonne traduction de artificial intelligence en anglais serait gestion de la connaissance artificielle. Et là, on quitte complètement la notion cognitive de l'intelligence et on se concentre sur l'usage des datas qui se trouvent vers cette intelligence. Ah. Moi, ce qui m'intéresse derrière ça, c'est de vous dire que l'intelligence artificielle, elle est là depuis très longtemps. Ça fait 65 ans qu'on l'utilise au cœur Ah de oui, j'ai la découvert recherche. que Turing, celui qui a découvert la machine... C'est ça, 1958, non, on va dire. Turing, Turing, c'est avant encore. Turing, c'est celui qui a trouvé... Comment ça s'appelait? Enigma, voilà. Celui qui avait Enigma. trouvé le code de la machine Enigma avait déjà pensé à des modèles d'intelligence artificielle. C'est ça. Ouais. Mais au cours du temps, la définition de l'IA a glissé. Et puis on est passé par des neurones simples, et puis après des systèmes experts, puis après de l'analyse d'images classique, et puis jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau apprentissage automatique. Et ChatGPT, en fin de compte, c'est une longue histoire pour arriver à une démocratisation. En clair, maintenant, tout le monde va pouvoir, pour 20 €, pour avoir un projet à peu près correct, 20 €, il peut avoir ça chez soi. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est très nouveau, ça. Axel, il y a vraiment un avant et après ChatGPT. Hein. C'est ce que vous disiez quand on préparait. Pas, pas nécessairement. En fait, la question formulée comme ça, elle est un petit peu ambivalente. Comme il vient d'être rappelé, l'intelligence artificielle, on peut donner sa date de naissance avec l'avènement de l'ordinateur. Donc ça veut dire que c'est déjà une dame d'un âge respectable, environ 70 ans. Voilà. Et en même temps, je disais c'est ambivalent parce qu'en effet, l'IA comment dire, la manière d'en faire a évolué de la gestion de connaissances avec des règles vers l'apprentissage automatique, qui est plutôt la manière dont on en fait actuellement et qui forme finalement des IA comme ChatGPT, par exemple. On peut aussi dire que le projet de l'intelligence artificielle, même si en effet artificial intelligence, on peut rattacher à information, connaissance et tout ça, actuellement, elle va quand même avec ce fantasme, peut-être je peux tenter le mot, de reproduire l'intelligence, mais la vraie, je dirais. Et là, pour le coup, nous sommes à l'orée d'un événement qui n'est pas encore là. Je rajouterais, c'est une opinion strictement personnelle, heureusement. Voilà. Et à ce sens, on est effectivement au début. Alors maintenant, si je reviens sur ChatGPT pour conclure, ChatGPT, c'est effectivement un produit, un outil packagé qui est sorti en effet il y a moins d'1 an et qui propose finalement au grand public, c'est ça la différence, des usages à partir d'une certaine forme d'intelligence artificielle. ChatGPT n'est pas l'IA, d'accord ? Il met en œuvre des modèles de langage, etc., qui sont de l'intelligence artificielle,
puisque, comme je viens de dire, apprise à partir de masses de données, avec de l'apprentissage automatique, etc. Et en fait, c'est ça vraisemblablement qui nous fait passer encore dans un changement de paradigme. Vous confirmez bien que l'IA, on s'en servait déjà depuis très longtemps, en fait, partout. Alors, vous oui. êtes dans le domaine Alors, financier, on s'en servait, dans le domaine de l'industrie, on s'en servait. Alors, vous avez raison, mais tout finalement dépend de ce qu'on entend par IA. Quelle est la définition qu'on adopte? Ah ben, En fait, si vous me c'est ça demandez à qui- moi, ça va être compliqué. Hein. J'ai des experts autour de moi, je compte sur vous, pour que tout le monde sorte avec une définition à peu près... La définition, elle change avec le temps. En oui. plus, ouais. C'est-à-dire que si on fait la même émission dans 15 jours, ça sera peut-être autre chose. Alors, racontez-nous. Alors, effectivement, si on considère l'intelligence artificielle comme étant la mise en œuvre d'algorithmes, de traitement de données par la science mathématique, donc des mathématiques appliquées et par l'informatique, oui, à ce moment-là, on peut dire que l'intelligence artificielle, on en fait depuis très longtemps. Mais de la même manière que les définitions évoluent aussi en fonction des usages, plus on est capable de faire des choses par intelligence artificielle, et plus finalement ces choses sont déclassées. On se dit oui, finalement c'était pas très intelligent, c'est pas l'IA, c'était de l'informatique. Ouais. Et donc ce qui permet un peu de relais, je dirais en anglais, hein, de pousser la boule de neige vers l'avant et donc d'aller vers d'autres choses. Et vous savez où on va? Parce que c'est ça aussi, l'enjeu, c'est qu'on ne sait pas très bien. Alors si je savais où on allait... Quand vous regardez Terminator, vous avez quand même un doute sur le futur. Mais est-ce qu'on sait à peu près quelle est la capacité des machines? Alors, C'est un peu naïf comme question, j'en suis désolé. Non, pour mais en celles et fait, ceux qui- vous savez très bien que les questions naïves et simples, ce sont les plus compliquées à répondre. En fait, où est-ce qu'on va? On sent bien que l'IA, ça profite du numérique, d'accord? Parce que l'IA actuelle, on traite des données. Pour traiter des données, il faut en avoir, d'accord? Oui. Donc ça veut dire que nos vies ont été numérisées avec Internet hein, principalement. Et donc, à partir de là, l'IA va vraisemblablement se répandre dans l'ensemble des usages et de la société, pour le meilleur et aussi pour le pire. Oui, il faut savoir qui tient le manche. Nathan, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui a été dit? Alors, vous êtes au cœur de la machine. Ouais. Votre activité, c'est l'IA. Voilà, exactement. Donc déjà, moi, la première idée que j'ai envie de faire passer à tous les auditeurs qui écoutent cette émission, c'est que c'est un très bon outil d'aide à la décision, ce qui est très important. Et en fait, l'exemple le plus probant peut-être pour expliquer tout ça, c'est le rapport de Google quand ChatGPT est sorti. C'est-à-dire que quand ChatGPT est sorti, Google a essayé de trouver des solutions pour essayer de rattraper un retard. Et dans les dernières pages en fait, du rapport de ce Google, pour faire assez rapide, et ça va rejoindre aussi nos questions sur l'éducation, parce que je trouve que c'est vraiment un exemple très parlant, elle nous cite plus d'une centaine de jeunes qui avaient entre 14 et 21 ans, qui ont réussi à créer ou résoudre des problèmes qu'avaient par exemple des grosses industries comme Google, seuls derrière leur ordinateur en caleçon. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, effectivement, il va y avoir une transformation. C'est-à-dire que maintenant, seul, on est capable d'avoir des outils de création assez puissants pour pouvoir impacter des domaines d'application dans lesquels il faut avoir une expertise. Donc ça n'empêche pas qu'on est obligé d'avoir un background éducatif pour pouvoir après le Activer, compléter avec activer, en fait ça. des outils d'intelligence artificielle. Mais sans ça, c'est pas impossible. Donc la transformation du milieu éducatif ne se fera pas véritablement que dans le fond. Déjà, je pense que c'est la première chose. Et puis, je pense qu'il ne faut pas réellement en avoir peur, parce que bon, alors, peut-être moi qui suis d'une génération après en dessous, j'ai connu du coup quand même l'explosion des réseaux sociaux qui étaient déjà pratiquement en fait que de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance de nos préférences et de ce genre de choses, et pourtant on vit très bien avec. Je pense justement en fait que ça nous a juste démocratisé, ça permet à tout le monde maintenant aussi de travailler en indépendance sur ces outils-là, et que si on l'utilise bien, ça peut être un outil véritablement d'égalité des chances. Ah, bah Oui. écoutez, ça résonne bien chez Olivier Delagarde, l'égalité des chances. Hein. Au Collège de Paris, vous êtes. C'est son travail. C'est son travail, je ne sais pas. En tout cas, c'est un ADN chevillé au corps. Alors, l'IA éducative, je reviens à la thématique de notre. Pourquoi spécifier l'IA éducative? Nathan l'a abordé, il y a quelques sujets qui sont en train de s'opérer sur les profs, sur les élèves, sur les apprentissages, sur la pédagogie, sur la façon de travailler. Bref, quels sont les plus impactés?
En fait, l'éducation, c'est tout un process, hein. Ça met en œuvre une communauté éducative. Donc, si je prends du côté des enseignants, d'abord les outils d'IA générative type ChatGPT sont des outils puissants pour aider à générer des supports de cours, des exercices. Il y a un outil avec lequel on travaille qui s'appelle GoodGrades, qui fait de l'évaluation automatique de copies, y compris de dissertation par intelligence artificielle. Donc, vous avez tout le corps enseignant qui est impacté, ce qui fait qu'on a lancé un certificat qui s'appelle formateur à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous avez l'élève lui-même qui est impacté parce qu'il a un nouvel outil d'accompagnement pour s'aider, voire pour se substituer à lui dans tout un tas d'exercices. Du coup, ça oblige l'ensemble du dispositif à repenser ses modes d'évaluation. Un exemple tout bête, si vous voulez évaluer la capacité d'un élève à produire, à faire une production écrite, c'est toujours possible, mais là, il faut le mettre dans une salle avec un papier et un crayon. En revanche, si vous voulez évaluer la capacité d'un élève à se saisir d'outils modernes pour avoir une production qui soit la plus originale et la plus pertinente possible, là, il faut l'encourager à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment tout le dispositif éducatif qui est emmené par ça. Pour les cadres pédagogiques aussi, pour la construction de parcours. Chaque morceau en fait d'un dispositif est concerné. Vous êtes enseignante, ça change votre vie? Oui, favorablement. Alors, d'une part, au niveau des évaluations, du contenu, alors des évaluations, dans un premier temps, au niveau en termes de conception de cours. Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce que j'ai entendu, parce que j'entendais l'intelligence artificielle, un outil, oui, mais il faut avoir beaucoup de recul. Maintenant, par exemple, un cours, on peut le faire très rapidement, sous condition de vérifier tout ce que dit cette intelligence artificielle. Parce qu'elle ne comprend... non, l'intelligence artificielle ne comprend pas ce qu'elle dit. Oui, il y a un fait. effet mimétisme, si j'ai bien compris. Je suis un peu documenté quand même. Ils vont chercher les détails, ils pluguent pour voir qu'est-ce qui correspond. Mais vous êtes meilleur que moi, hein, Ina. Alors, je reviens à ce que je disais. Là, en fait, l'intelligence artificielle ne comprend pas ce qu'elle fait. Donc, quand on veut travailler sur une IA, enfin, quand on veut travailler, par exemple, que ce soit avec ChatGPT, ou alors avec Bard, il faut valider, vérifier derrière. Il faut un œil critique. Sinon, alors sur des sujets sur lesquels que je ne maîtrise absolument pas, ce serait compliqué pour moi de faire un cours. En revanche, sur des sujets que l'on comprend, c'est plus facile, on va plus vite. Ces intelligences artificielles, elles permettent de créer des exercices, des QCM, des études de cas. Mais en fait, il faut toujours valider derrière. On ne peut pas demander à une IA, par exemple, si je dois faire un cours, enfin n'importe quel type de cours, si je ne connais pas le sujet, je ne peux pas lui demander de préparer un cours à ma place. Ça, c'est pas possible. Est-ce qu'il faut que les étudiants, par exemple, quand ils sont en cours avec un prof, ils peuvent le challenger avec l'IA? Ils le faisaient déjà avec. Il y a eu un phénomène qui était marrant, ça remonte à l'apparition de Google, c'était le fact-checking du prof. Ça, c'était très rigolo. C'est la première fois où on disait quelque chose et où quelqu'un instantanément cherchait pour vérifier. C'est moche, hein. Et puis vous levez le truc en disant parce que vous avez raconté, c'est idiot. Ça m'est arrivé une fois, j'avoue. Donc preuve à l'appui. Dans ce que dit Frédéric, il y a un truc intéressant qui est l'apprentissage de l'esprit critique. C'est normalement une des fonctions de l'école, et en particulier une fonction de l'enseignement supérieur, c'est de doter les gens d'un esprit critique, d'être capable de regarder quelque chose, de se dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est sûr. Enfin, d'avoir un recul par rapport à ça. Et donc, plus que jamais, il faut savoir exercer cette aptitude-là. C'est ce que disait Vincent. Il me disait, on ne sera pas remplacé par l'IA, on sera remplacé par des gens qui savent se servir de l'IA. En fait, c'est ce que vous dites, il faut savoir servir de l'outil et avoir ce recul, cet esprit critique. Exactement. Et je trouve qu'on devrait intégrer directement ChatGPT à l'école. Alors, pas dans toutes les matières, ni à tous les moments. Mais si on intègre ChatGPT, on a trois postures qui vont se développer. La première, savoir poser des questions. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais jusqu'à Bac plus 5, on n'apprend pas à poser des questions, on apprend à y répondre. Donc là, on apprendrait déjà à poser des questions, ça serait déjà pas mal. Et les chefs d'entreprise derrière, ils seraient très contents. La deuxième posture, c'est essayer, réessayer, parce que c'est exactement comme la programmation, il faut essayer les choses, puis on n'est pas content de la génération de ChatGPT, on réessaye, et puis là, on va faire des essais-erreurs, chose qui n'est pas souvent le cas à l'école. Et la troisième, c'est ce que Frédéric présentait tout à l'heure, il va falloir valider les résultats, parce
parce que le résultat, il est pas très bon. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. La seule intelligence qui est face à l'intelligence artificielle, c'est bien l'humain qui pose la question, c'est l'humain qui la valide, c'est l'humain qui fait les essais-erreurs, et c'est l'humain qui, à la fin, regarde le résultat. Donc, au bout du compte, on a un super outil qui permet de valider, ou en tout cas, stimuler les jeunes sur cette capacité à interroger la machine, à accéder à la connaissance d'une autre manière. Je n'ai pas dit qu'il faut supprimer l'enseignement, je dis juste que ça va être un complément. Donc oui, notre rôle à nous, ça va être de former les jeunes à ChatGPT. Mais vous m'avez même dit c'est une mise en danger de ne pas les former. Ah bah c'est carrément... On les mettrait en danger, ces pauvres enfants. Ah oui. C'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, tu viens de le dire tout à l'heure, l'IA ne va pas vous remplacer, personne ne va perdre d'emploi avec l'IA. Ah bon C'est ceux qui vont utiliser l'IA qui vont vous remplacer. Et à partir de là, bien comprendre qu'il faut former les jeunes d'aujourd'hui parce que ce sont ceux qui vont normalement travailler avec l'IA. Et nous sommes peut-être à regarder ça en se disant j'utilise pas. Poser des questions, non, il ne faut pas se la poser la question. Je pense que tu as utilisé ChatGPT pour construire la rencontre d'aujourd'hui. Pas du tout. Oh, Tout était là-dedans, mais Vincent, vous n'êtes pas bien, Vincent. On l'a préparé à l'ancienne, si je puis dire, cette émission. Avec vous, d'ailleurs. On s'est servi d'un Teams, exactement. Donc, c'est un peu dire. Axel, alors, vous avez un parcours pédagogique d'ingénieur dans les télécoms. Ça veut dire que, quand vous disiez, l'éducation, c'est l'avenir. Donc, il faut bien les préparer à ça. Est-ce qu'il faut avoir un background scientifique ou finalement, c'est les usages simplement qu'il faut adresser quand on se forme? Question compliquée que vous m'adressez là. Ce que je vous répondrais, je pense que déjà, en fait, il y a plusieurs formes alors, on sait qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, n'est-ce pas? Il y a aussi plusieurs formes d'esprit, d'intérêt, de souhait, de désir. Et donc, si je répondais, ah oui, il faut impérativement faire des études d'ingénieur, ce serait certes prêcher pour ma chapelle, mais enfin, ça serait surtout une réponse qui on manque serait d'ingénieurs et de maladroite. scientifiques donc en France. Vous avez vu les derniers chiffres des bacheliers Paraît-il, scientifiques, ça a encore baissé. Donc, si on peut pousser dans ce Non, sens-là. ce que je pense, et d'ailleurs c'est l'objectif de ce livre, un des objectifs, je crois, c'est en revanche informer les gens. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de faire des études de sciences si vous n'aimez pas ça ou si ce n'est pas votre intérêt. En revanche, à mon sens, il devient impératif de se former et au moins d'avoir des connaissances suffisantes pour pouvoir comprendre ce qui se passe, comprendre le monde dans lequel on vit. Les contributions, par exemple, que j'ai fait à cet ouvrage, donc il y a 2 chapitres, en fait, c'est ça que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de parler des cas d'usage et puis de comparer cette fameuse IA avec l'intelligence naturelle. Alors, votre finalement. papier s'appelle l'IA et ses domaines d'application. C'est intéressant parce que vous passez en revue tous les domaines dans lesquels on utilise l'IA. Tout, je ne sais pas, mais effectivement, un certain nombre de cas d'usage et de grandes fonctionnalités. Donc, il y a une espèce Le catalogue. taxonomie, voilà, c'est ça, que j'ai essayé de rendre intéressant quand même. Et puis, effectivement, le chapitre, je crois, qui ouvre la 3e partie, sur cette comparaison entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et là, on peut voir, vous disiez tout à l'heure, Frédéric, il s'agit aussi de dégonfler, de démythifier cette chose-là. Et c'est ce que j'ai aussi essayé de faire. Bon, et donc ça veut dire il ne s'agit pas, tout le monde n'a pas besoin de devenir un expert d'un domaine qui ne l'intéresse pas forcément. En revanche, il est intéressant d'en savoir suffisamment pour comprendre le monde dans lequel on vit. Juste un mot, pourquoi vous êtes intéressé? Vous avez écrit un ouvrage en 2020 sur l'IA. Pourquoi c'était une flamme? Parce que Nathan, il nous dira, et c'est un brillant orateur, donc il a mis ses compétences et ses talents au service d'un projet entrepreneurial. Qu'est-ce qui vous a poussé? Alors, vous avez fait des études scientifiques, vous êtes docteur. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur ce terrain-là? Écoutez, pour ma part, alors, vous avez raison de noter que l'ouvrage est paru il y a 3 ans. Oui. En sus de cet ouvrage que vous avez sur la table, bientôt, de mon côté, il y aura aussi des surprises. Voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, pour répondre à votre question, l'objectif pour moi, c'était précisément d'informer en profitant de ma formation, formation d'ingénieur, donc avec une capacité quand même de comprendre ce qui se passe dans ce domaine-là, et de la mettre à portée d'un public suffisamment large, on va dire. C'est un ouvrage de vulgarisation scientifique que j'ai écrit. Et évidemment, quand on écrit aussi, c'est parce qu'on a
un petit goût pour la chose. Bah oui, bien sûr, hein, c'est très intéressant. Nathan, votre voisin, alors j'ai brossé un petit portrait de vous rapide, mais vous me disiez aussi, dans l'IA éducative, il y en a qui seront en première ligne, ce seront les enseignants. Parce que eux, ce seront les premiers impactés, beaucoup plus que finalement les élèves qui, eux, prennent cette révolution de manière quasi naturelle. Voilà, exactement. C'est vrai que de toute manière, les élèves ont peut-être pas encore aussi, ne se rendent peut-être pas encore compte de quelle manière aussi ils utilisent déjà dans leur quotidien autant l'intelligence artificielle, alors que les professeurs quand même ont vu cette transition-là. Ce qui est intéressant, à mon avis, pour le rôle de l'enseignant, c'est qu'il va se transformer. Alors, je n'ai pas la prétention de dire comment il va se transformer. Je pense que ça va se faire étape par étape. Ça va être plus rapide que ce qu'on pense. Mais l'intérêt premier quand même de la vocation de professeur, après je ne pense pas que je parle au nom de tous les professeurs, mais c'est quand même un métier humain, un métier en tout cas où on essaye d'enseigner, c'est une passation de savoir. Et je pense que là actuellement, dans l'incubateur qu'on a monté avec Olivier ces derniers temps, on s'est posé la question de est-ce qu'on allait arriver par exemple à créer un outil qui permettrait en fait aux profs de ne plus noter ou en tout cas d'être moins strict dans sa notation vis-à-vis de ses élèves et de plus pouvoir se baser donc sur l'enseignement, qui est normalement son premier cœur de métier, c'est-à-dire de voir comment il accompagne chacun de ses élèves, autant dans son cours mais aussi dans la manière dont il doit l'insérer dans la société, surtout dans l'enseignement supérieur. Donc il y a des choses comme la notation qui vont pouvoir évoluer grâce à la IA, parce que maintenant, si on couple beaucoup de données, de beaucoup de manuels différents, de styles, de milliers de copies, on est capable aussi de voir, ou en tout cas de différencier, quelle copie se rapproche plus d'une note d'une autre. Et donc ça, c'est des évolutions qui vont arriver. Je pense que ça ne sera pas la seule, il y en aura d'autres. Même pour les dyslexiques, moi j'ai été dyslexique pendant toutes mes années à l'école, c'était un enfer. Je suis très content maintenant d'avoir un outil d'IA qui corrige automatiquement mes SMS. Ça c'est aussi une révolution. Donc d'une certaine manière, je pense que le professeur va pouvoir peut-être plus s'appliquer sur son métier, sur l'enseignement, que sur aussi un côté qui aussi le déshumanise parfois vis-à-vis de ses élèves, qui est la notation ou ce côté coercitif. Je pense qu'il va évoluer, ça c'est un cas d'application qu'il faut suivre, comme il y en a plein d'autres. Ça vous embête, Olivier et Frédéric, on passe en revue quelques sujets, l'IA et l'évaluation. Vous avez dévoilé un peu ce sujet que je voulais... On va plus noter comme avant avec l'IA ? Ça, vous soulevez un truc, puis vous avez plein de sous-sujets. Ah bon, on a 2 minutes, hein, donc vous pouvez y aller. Hein. Vous allez... déjà, il y a tout ce qui était évaluation, les fameux devoirs maison. C'est les trucs que vous faites à la maison et que vous rendez. Donc ça, les évidemment, maison, ça va nécessairement disparaître du paysage parce que ça n'a plus d'intérêt pédagogique à partir du moment où ça peut être fait peut être produit largement avec une intelligence artificielle. Ah, Vincent n'est pas d'accord. Ou alors... Mais en revanche, le devoir maison, il prend une utilité si on fait travailler l'élève sur quelque chose qui lui est propre, sur quelque chose sur lequel l'IA ne peut pas répondre à sa place. Typiquement, un rapport de stage. Un rapport de stage, si vous racontez comment vous avez mis en œuvre des compétences, ce qui vous a surpris, ce que vous avez fait ou pas fait, ça garde une valeur ajoutée. Aucune intelligence artificielle générative, ChatGPT ou ses successeurs, pourra raconter à votre place ce que vous avez fait. En revanche, la présentation de l'entreprise, du secteur, qui était un peu les parties classiques de ça, tout d'un coup, ça perd de son intérêt. Une autre chose qui change dans l'évaluation, c'est que ça surpondère l'oral. C'est que tout d'un coup, la compétence qui consiste à présenter quelque chose prend beaucoup plus d'importance par rapport à la présentation écrite. Oui, c'est vrai. On a fait beaucoup de mémoire, puis on avait le mémoire et la soutenance. Tout d'un coup, la soutenance, les soft skills, c'est important aussi. Elle prend une valeur supplémentaire. Et puis, l'IA en plus, c'est l'exemple de Goodgrades que je prenais tout à l'heure, peut être un outil d'aide à l'évaluation ou d'aide à identifier les limites de l'évaluation extrêmement puissant. Nous sommes au cœur du débat. Vincent a 2 lignées du chapeau. Pourquoi ? Vous n'étiez pas d'accord avec... Moi, je pense qu'il y aura des devoirs avec ChatGPT, sans ChatGPT, et on devra pouvoir évaluer de la manière qu'on le veut. Et ça, c'est à mon avis, c'est le nouveau stylo d'aujourd'hui, du 21e siècle. En fin de compte, ChatGPT, c'est un catalyseur d'intelligence. C'est-à-dire qu'on doit tous avoir cette capacité à utiliser. Un catalyseur, ça ne change pas l'expérience. Par contre, notre intelligence, elle va se développer. Donc pour moi, ChatGPT, c'est un catalyseur numérique de l'intelligence, si on cherche bien la bonne définition. Et juste, Vincent, et les experts qui sont autour de nous, depuis qu'on parle d'intelligence artificielle, on a recentré ou décentré le débat, je dirais, autour de ChatGPT. Pourquoi, selon vous ? Parce que, alors, vous l'avez dit, Axel, l'IA, c'est tellement vaste. C'est un phénomène de mode. Oui, c'est ça. Bon, ok. Et puis c'est l'outil grand public. Oui, c'est l'outil grand public. C'est l'outil par lequel l'IA est arrivé au grand public. J'insiste là-dessus, c'est aussi une gratuité.
C'est-à-dire jusqu'à maintenant, l'IA, pour en avoir installé beaucoup dans les sociétés, ça a un coût. Mais C'est ça un coût coûtait de cher. temps, c'est un coût de data, c'est un coût énorme. Il fallait être ingénieur pratiquement. Il fallait avant être ingénieur. Il fallait être ingénieur. Maintenant c'est-à-dire que tout le monde sait ce qu'est l'IA, ou en tout cas ce qu'elle est capable de faire par ChatGPT. Mais c'est loin d'être un des seuls outils qui existent, mais c'est celui le plus ludique et le plus simple en fait. Encore quelques items, pardon. Ouais, Allez-y, juste pour dire un truc sur ChatGPT, quand même, quelque chose on a parlé d'évaluation, mais si vous faites évaluer une sortie de ChatGPT par un professeur, et que le professeur est capable de mettre une note au-dessus de 10, c'est que ce qu'il enseigne n'est pas de l'intelligence, c'est de la connaissance. J'insiste beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on évalue à l'école? C'est l'intelligence ou la connaissance? Deux choses totalement différentes. Et je pense que ChatGPT aujourd'hui est un très bon indicateur de... Peut-être qu'il va falloir changer aussi notre façon d'aborder la connaissance. Je t'en posais tout à l'heure la question. Est-ce qu'on apprend aux élèves à poser des questions? Ça, c'est un vrai sujet. Quand je suis en 5e année, mes élèves vont se reconnaître, mais je leur pose souvent une question comme ça. Je leur explique qu'il y a un client, il y a tant de problèmes, etc., etc. Et je dis, non, vous ne me résolvez pas le problème. Quelles sont les 10 bonnes questions qu'il faut se poser pour réussir le projet? C'est ça qui m'intéresse. Je peux vous dire qu'après avoir fait 23 ans d'études, et ils ont du mal à poser les 10 bonnes questions pour réussir un projet. Ça, c'est de l'évaluation de demain. Demain, on va attendre à pas évaluer juste la connaissance, mais sa capacité à prendre en charge la connaissance. Et c'est l'innovation son derrière. intelligence. Frédéric, je ne vous oublie pas. L'IA et la personnalisation. Moi, je me souviens que j'avais un directeur de grande école qui me disait on a un entrepôt de données et on met plein de données sur chaque élève, comme ça on arrive au plus près de son parcours, au plus près de ses besoins. La personnalisation, c'est ça aussi le chemin de l'IA pour les écoles et les établissements d'enseignement supérieur. Oui, parce qu'en fait, avec les intelligences artificielles, on arrive à détecter là où les étudiants, en fait, ont des faiblesses. Et on peut y remédier rapidement. Alors, tout à l'heure... Je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit précédemment, parce que l'intelligence artificielle, c'est évident que les étudiants s'en servent. On le voit dans les devoirs, mais tout dépend de la manière dont ils s'en servent. Il y en a qui ont un recul, qui arrivent à analyser, s'approprier les bonnes informations, à comprendre. Et puis d'autres qui ne savent pas, qui ont plus de difficultés, je dirais, à avoir de recul. La différence, elle se fait un petit peu là. D'une part, avoir du recul, avoir du recul, sur les informations que les étudiants ont. Et en termes de personnalisation, oui, les intelligences artificielles nous aident. Oui, c'est tant mieux. Learning, c'est que vous avez le Graal, en fait, c'est quoi? C'est vous testez un élève, et une fois que l'élève répond, vous identifiez ses faiblesses, et en fonction de la faiblesse, vous allez pouvoir lui proposer des contenus et de l'exercice qui va dépendre de sa faiblesse. Donc ça, comme outil d'individualisation, c'est extrêmement Pour les profs, c'est puissant. très précieux, Vincent. Vous qui êtes prof. Moi, j'ai déjà essayé ChatGPT dans mon usage. La personnalisation, pour l'instant, c'est pas encore assez précis. Ah bon Il nous manque ce qui nous manque, c'est une mémoire, c'est une capacité à voir l'évolution de. Oui, c'est pour ça que je parlais de data, des data sur les individus. Mais pour l'instant, on l'a pas. C'est-à-dire qu'on n'a Ah bon pas de base de données qui permet de suivre un élève dans le temps. Peut-être Non, pour l'instant. on n'en est pas encore là. Mais quand on aura mis ça en place, c'est-à-dire qu'on aura la capitalisation de la connaissance de l'élève dans un parcours pédagogique qu'il personnalisera lui-même, à la limite. Ça n'existe pas, ça. Ce sera presque le rôle de futurs enseignants ou même de pédagogie d'école bientôt d'organiser de quelle manière ils vont. Et c'est ce qui va personnaliser aussi des manières d'enseignement très différentes. Axel, mais j'ai l'impression qu'Amazon, tous les GAFAN, ils savent exactement ce qu'on va acheter, ce qu'on peut faire, notre comportement, notre vie intime, et on ne saurait pas évaluer quelque chose de plus simple, les Je connaissances. pense que le ministère de l'Éducation, c'est pas Amazon. Hein. Alors, je ne parle pas du ministère de l'Éducation. Ne dites pas de mal d'Éducation nationale. C'est assez compliqué pour eux. Oui, alors, vous faites une comparaison où on a l'impression que c'est la même chose. On a des données, ça marche dans un côté, pourquoi ça ne marcherait pas de l'autre? Alors, précisément, l'intelligence artificielle, elle marche bien dans les cas dans lesquels elle fonctionne bien. Et ce n'est pas si trivial que ça, ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de prérequis. Quand vous êtes chez Amazon, vous êtes dans un environnement extrêmement clos, relativement indépendant de l'environnement, et toute l'intelligence, si on peut dire ça comme ça, je crois que dans mon livre, je disais, est-ce que l'intelligence du moteur de recherche d'Amazon, c'est de vous proposer la flûte enchantée quand vous avez acheté le Don Giovanni de Mozart? C'est vraiment ça l'intelligence?
Bon, vous rentrez les données et finalement, il vous sort un miroir légèrement déformé parce qu'il a utilisé des statistiques, mais encore une fois, dans un univers relativement clos. Bon. Dans le cas là, qui nous intéresse, donc hyper-personnalisation sur des données. Alors, les données, c'est quoi? Les données aussi, c'est une construction, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel, d'accord? Donc c'est une structure, c'est une construction. Les plus audacieux diront même c'est une construction sociale. Voilà, Oh là là, comme vous y allez. n'est-ce pas? Alors, du coup aussi, puisque là, vous traitez des données à caractère personnel, ça aussi, il y a une loi pour ça. Bref, on n'y est pas. Et la question, moi aussi, que je me pose en entendant ça, c'est on n'y est pas. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, d'accord? On n'y est pas, ça me semble plutôt pas mal parce que moi, ma crainte un petit peu dans l'usage répandu d'outils informatiques, techniques, d'intelligence artificielle dans l'enseignement, c'est une forme de déshumanisation. C'est un petit peu ce que je mettais comme ça entre parenthèses sur ce type d'application. Donc, méfiance avec les données, les outils, les traitements automatiques et où est la place de l'humain là-dedans. D'accord, ok. Ça fait une demi-heure qu'on parle. Dans 35 minutes, Olivier, vous allez nous quitter. Merci beaucoup. Vous allez être remplacé par une experte en IA. On se voit très vite pour reparler d'IA dans 15 jours ou 3 semaines. De toute façon, ça aura Quand vous changé. voulez. D'accord. On va parler avec une experte en intelligence artificielle. Elle travaille pour les organisations les plus grosses et les plus petites au sein du cabinet OnePoint. Nora Dieppe nous a rejoint. Bonjour Nora. Bonsoir. Bonsoir, vous avez raison. Oui, il bonjour est déjà 19h31. Nora, alors, vous adressez tous les secteurs d'activité, toutes les problématiques. D'abord, dites-nous ce que vous avez entendu. Est-ce qu'on a entendu la même chose et votre analyse sur ce sujet, justement. Oui, alors effectivement, l'IA, ça passionne tout le monde, surtout grâce à ChatGPT. Ça a rendu les choses très sexy et accessibles, les deux en même temps. Et en même temps, j'ai apprécié beaucoup la présentation de l'ouvrage qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai entendu que ça faisait œuvre de pédagogie. C'est vrai qu'on ne peut pas s'emparer de nouveaux outils sans comprendre ce qu'ils peuvent faire et surtout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc les limites qu'on évoquait aussi. Après, la question que vous avez posée aussi, c'est bien, c'est mal, est-ce qu'on Pourquoi on voit toujours le verre à moitié ou vide? pas? J'ai l'impression, alors là on a essayé de faire un peu de pédagogie comme vous l'avez dit, mais on voit toujours un peu les problématiques avec ChatGPT ou l'intelligence artificielle. Dans les organisations, ça fait longtemps qu'on les utilise de toute façon. Oui, Les aussi intelligences. longtemps qu'on utilise l'informatique aussi. Maintenant, c'est pas si simple que ça de s'en emparer. Dans les organisations publiques ou privées, c'est comme tous ceux qui sont autour de la table. On a découvert ça un petit peu par hasard et puis certains se sont passionnés beaucoup, d'autres très très peu. En réalité, ChatGPT, c'est pas la première intervention de l'IA qu'on utilise. Des trucs grand public, chaque fois que vous utilisez Waze, vous utilisez l'intelligence artificielle pour vous aider à prédire le bon chemin, l'heure d'arrivée, ou vous proposer des itinéraires alternatifs, voire même identifier la station essence, le parking, le restaurant dont vous auriez besoin sur votre chemin. Donc ça fait depuis quand même un petit moment qu'on vit avec. Donc c'est pas si... on s'en rend pas compte. Oui, c'est ça. En fait, les machines nous dirigent depuis longtemps. C'est ce que vous nous dit Nora. Nora, juste une question, on parlait d'éducation. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre l'éducation, l'industrie, la fonction publique? Est-ce que tout est comparable, tout est semblable selon vous? Alors, on est dans une économie de la connaissance. Ça, je crois que c'est établi aujourd'hui. Donc, partout, quel que soit le secteur industriel, service, etc., on a besoin de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est ce qui nous permet de développer les produits et les services pour notre bien, à nous les êtres humains. Sans doute qu'il y a des questions de rentabilité quelque part, évidemment. C'est sûr, oui. Évidemment. Néanmoins, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans les entreprises ou dans les administrations publiques? Pourquoi on a besoin d'autant de data? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'intelligence artificielle? Parce que la donnée est mise dans des contextes, ça fait du sens, ça fait de l'information. Et c'est l'information qui nous est utile à nous, êtres humains, pour analyser, prendre des décisions. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Et donc, plus on a de connaissances, plus on peut connaître notre secteur, notre marché, nos clients, nos patients dans le secteur de la médecine. Santé. Pour en revenir à l'éducation,
C'est un enjeu très fort. On pressent, hein, on ne va pas tourner autour du pot. À un moment donné, l'intelligence artificielle bouleverse d'ores et déjà le secteur. C'est déjà aujourd'hui. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire. Juste une question, alors vous intervenez dans les entreprises, après je passerai la parole, pardonnez-moi, ça coûte cher? Parce que alors, vous me dites ChatGPT, c'est 20 € par mois. Oui, c'est 20 € pour avoir une dissertation, en gros. Hein. Mais quand on est sur un projet de transformation profonde, est-ce que c'est un investissement important? Oui. Mais ce n'est pas la technique ou la technologie qui coûte le plus cher. Ouais. Oui. C'est l'humain. C'est pour ça qu'on veut se passer de l'humain avec l'IA. Donc c'est un peu ça, hein, la boucle est bouclée. Non. On aimerait bien. Mais avant de pouvoir, hein. Non, parfois, oui, ça peut être utile pour les tâches ingrates, etc. Mais avant, oui, répétitive, comme on dit, à faible valeur ajoutée. Enfin, il ne faut pas sous-estimer aussi le rôle de l'emploi dans le vivre en société. Hein, Ah oui. d'accord. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait intérêt à remplacer tous nos emplois, même si on peut. Ce n'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Maintenant, donc, la technologie coûte, c'est vrai. Néanmoins, on sait calculer des retours sur investissement. Le véritable enjeu, c'est la l'être humain. transformation des comportements, des attitudes. C'est culturel, c'est Nathan. pédagogique, c'est une maîtrise qu'il faut avoir. Non, mais en ce moment, on voit beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui font des énormes plans de licenciement pour ajouter de l'IA. Je pense que c'est des plans de licenciement qui sont trop rapides, qui ne sont pas, les outils d'IA ne sont pas encore assez développés à mon avis pour pouvoir faire ce genre de choses. En fait, l'expérience, elle est simple. Il faut souvent, dans la vie, de toute façon, se rattacher à ce qui s'est passé dans le passé. La première IA qui a commencé à essayer de bouleverser le monde de l'entreprise, c'était Watson d'IBM. Il y a eu de très belles choses positives, mais elle n'est pas réussie non plus à faire ce qu'on dit que ChatGPT va réussir à faire. Donc pour l'instant aussi sur ce niveau-là, quand même, il faut y aller avec prudence aussi pour l'instant. Ça va passer par de l'humain, ça va passer par de la formation en interne. Et ce qui va être à mon avis compliqué pour beaucoup d'entreprises, c'est comment arriver du coup à lier les valeurs de l'entreprise, mais aussi les valeurs de l'école, hein, à cette nouvelle formation, à des outils numériques d'aide à la décision. Faut-il avoir peur de l'IA? Je ne sais pas pourquoi je me retourne vers Axel, il a un air très sérieux. Donc je me dis, je suis sûr qu'il va nous répondre précisément à cette question, qui est abyssale évidemment. Hein. Qui est impossible à répondre. Impossible. Encore une fois, vous m'en voulez en fait. Alors, Mais bon. vous m'avez dit plutôt que je posais des bonnes questions, donc Oui, ça allait oui, jusqu'à oui, maintenant. Peut-être que celle-là est... C'est une excellente question, effectivement. Alors, faut-il avoir... Donc, l'IA, vous êtes sur une technologie dont on a bien compris que elle est puissante et qu'elle se répand, d'accord? Donc, il est naturel, légitime de se poser des questions dessus. Alors, bon, vous évoquiez, il y a 5-10 minutes, vous disiez, on a plutôt tendance à considérer les risques de ChatGPT avant les bénéfices ou les avantages. Pas que de ChatGPT. Oui, de l'IA en général. Alors, bon, je ne sais pas s'il faut souscrire par contre à ce propos, parce que d'une certaine manière, moi j'ai plutôt le sentiment qu'il y a un discours assez agressif d'un point de vue commercial, marketing, sur les capacités de l'IA. Et d'où la nécessité de remettre dans le contexte, de dire ok, de quoi est-ce qu'on parle et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc finalement, vous avez qu'est-ce que c'est comme artefact, comme outil, et puis dans quoi on va l'appliquer. Et c'est là, au niveau des usages, qu'apparaissent des risques, hein, d'accord, et du coup, des peurs éventuelles. Alors, on vient d'évoquer en effet l'impact sur l'emploi. C'est quelque chose qui est dont on parle beaucoup. Et on en parle parce qu'effectivement, personne n'a vraiment la réponse. Ben non. Hein, on sait que... Il y a une tension sur les métiers et pourtant on parle de chômage à venir, de base d'ailleurs. Voilà, de masse, tout à fait. Il y a plusieurs études qui sont plus ou moins controversées, hein, qui sortent. Parce que l'art de la prédiction, hein, vous savez, c'est un C'est des gros cabinets qui sont très bien payés, qui font les prédictions. Voilà. Ça, et puis à la virgule près, oui, dans le pourcentage, c'est absolument incroyable. 50,5. Voilà, oui, c'est étonnant. Bon, et donc en fait, comment dire, vague d'automatisation. D'accord. Donc on sait qu'il va se passer des choses. Raison de plus justement pour se tenir au courant, essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Alors maintenant, est-ce qu'il faut en avoir peur systématiquement? Encore une fois, ça dépend de quel IA on parle. Évidemment, vous évoquiez Terminator tout à l'heure. Oui, Terminator, c'est une figure qui fait assez peur, effectivement. Oui. C'est la machine, comment s'appelle la machine à Terminator? Oui, Skynet, le réseau. Les frissons, là, vous l'avez dit. Bon, voilà. Mais est-ce que c'est ça l'IA actuelle? Est-ce que c'est vers ça qu'on va? J'espère que non. En tout cas, est-ce que c'est ça l'IA actuelle? Non. D'accord. Donc, il faut aussi savoir raison garder, mais tout est affaire de dosage. En tout cas, les risques, c'est la
contrepartie, si vous voulez, des bénéfices qu'on peut tirer d'une technologie. Donc c'est une question d'équilibre, encore une fois. Vincent, et une question, pardon. C'était juste pour compléter très rapidement et après je te laisse Après, non, renvoyer mais la balle à je Vincent. vous laisse ma Non, place, c'est hein, si vous juste voulez parce que passer. déjà, aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il va y avoir de nombreux emplois nouveaux qu'on ne connaît pas encore qui vont être créés. Donc là aussi, on a besoin beaucoup de formation et le modèle éducatif doit être prêt voilà, à ça parce qu'il va y avoir une transformation à ce niveau-là et ce qui est important, c'est la transformation qui va suivre dans le monde professionnel. Donc déjà, ça, je pense qu'il faut suivre. Et puis, ce qui est intéressant aussi quand même de constater, c'est que petit à petit, tout le monde l'utilise, mais pas seulement les grandes entreprises, parce que et des gens seuls, en fait, ça va devenir aussi peut-être, le monde va peut-être se transformer aussi pour plus d'indépendance, Oui. pour les gens à créer seuls des outils. Bah oui. Donc peut-être qu'on aura moins de problèmes aussi dans ces grands groupes, parce que les gens seront plus indépendants. Un Ce qui n'est dernier pas si mot, mal. si vous êtes d'accord, je voudrais aborder la réglementation. Vous savez qu'Thierry Breton a annoncé une réglementation européenne qui devrait normalement réglementer cette IA. Je ne sais pas comment faire d'ailleurs, puisque ça évolue tout le temps. Quelqu'un me disait, un expert me dit, elle est plutôt pas mal cette réglementation qui est en cours de préparation. Est-ce qu'il est possible de réglementer cette IA, Vincent? On ne réglemente pas l'IA, on réglemente les hommes qui utilisent l'IA, ou celles qui le construisent. L'IA, c'est juste un outil. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre que cet outil est fantastique. Sur moi, je ne peux pas dire le contraire, hein. Ça fait 25 ans que je baigne là-dedans. Et je pense qu'on arrive à un moment donné où les questions éthiques sont plutôt des questions, oui, les humains qui utilisent l'IA, est-ce qu'ils utilisent correctement nos datas? Je donne par exemple, un des grands usages de l'IA, c'est les réseaux sociaux. Donc, typiquement, le post que vous voyez là, il vient d'arriver, il est pour vous, bien personnalisé. On ne connaît pas les algos, c'est opaque, on ne sait pas comment ça fonctionne, on n'a aucune information. Et à aucun moment, j'ai entendu un homme politique dire mais est-ce qu'on doit faire quelque chose ou pas? Est-ce qu'on doit laisser faire? Et là, je reviens sur l'enseignement supérieur. Il y a un vrai sujet qui peut se poser, c'est qui détient l'outil? ChatGPT, peut-être qu'on devrait en faire un pour la France, au niveau de l'éducation nationale, un ChatGPT de l'éducation nationale, ce serait intéressant peut-être. C'est exactement ça qu'il faut qu'on construise. Il faut qu'on mette autour de la table un ensemble de personnes qui ont envie de se lancer sur ce projet qui paraît essentiel, et pas attendre encore une fois d'une solution américaine qui vient de l'autre bout du monde avec les biais des Américains, parce qu'il faut le reconnaître que ChatGPT est très américanisé. Il suffit de poser quelques questions sur... on ne fait pas rentrer dans le détail, mais disons qu'on sent très très vite la culture américaine au cœur de ces outils-là. Ça, c'est un vrai sujet qu'il va falloir aborder. La réglementation, c'est quelque chose que vous suivez de près, j'imagine, chez OnePoint. Ah oui, absolument, puisqu'on accompagne les entreprises et les organisations à se mettre en conformité. Alors, la réglementation, enfin, tout de même, elle reflète, je pense, quand même, une certaine posture, j'ai envie de dire, philosophique. Si on a décidé en Europe de protéger les données personnelles, ce n'est pas le cas dans certaines autres parties du monde. Nous, on a choisi a priori de les protéger. Ça ne veut pas dire qu'on a interdit de les utiliser. Il faut juste déclarer ce qu'on veut en faire, obtenir un consentement. Ailleurs, je crois qu'on s'est dit, on va faire et puis après on verra bien. Bon, c'est quand même important comme posture et c'est une certaine vision de la société, de ce que l'on souhaite et de comment on se sent vivre avec les données. Et la réglementation à venir, nouveaux vous avez outils. quelques informations sur cette réglementation européenne? Parce que il était très enthousiaste sur ce sujet, Thierry Breton. On lui fait confiance, puisqu'il est commissaire européen. A priori, il sait de quoi il parle, mais est-ce qu'il y a moyen de... C'est un cadre qui va être compliqué à habiter. Des solutions. Par exemple, en ce moment, il y a d'énormes problèmes sur, par exemple, la rémunération des artistes. Ah oui. Et c'est-à-dire que maintenant... On s'est un peu fâchés tous les deux quand on a préparé l'émission. Ouais, parce là-dessus. il faut rémunérer les artistes. Vous avez vu ce qui se passe à Hollywood, ouais, quand même. enfin, il y a des difficultés. En vérité, oui, il faut les rémunérer, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a quand même des flous sur la manière dont on arrive en tout cas, à retracer en tout cas, le parcours des données, qui sont pour l'instant Bah oui, intraçables. Donc, bon, il y a quand même des enjeux. Sur la réglementation actuellement, je pense qu'il y a plus de problèmes sur lesquels quand même, il faut être honnête, on cherche des solutions. C'est-à-dire que quand même, j'ai l'impression qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes, en tout cas institutionnellement, qui sont en train d'essayer de trouver de véritables solutions. Et ce sont des choix quand même beaucoup plus réfléchis qu'en Italie, quand ils ont décidé de ne pas utiliser ChatGPT, ou aux États-Unis, où ils ont décidé de laisser juste l'outil à fond À partout. fond pour tout le monde. Donc, oui. on est quand même dans une demi-mesure qui est en train de se créer et c'est une bonne nouvelle à mon avis que ça prenne du temps.
Ouais. Le temps de la loi est toujours différent, hein. De toute façon, c'est ça le problème aussi, c'est que la technologie va tellement vite. Le temps de la loi, on l'a vu sur les droits d'auteur d'ailleurs, la DSL, puis le haut débit, puis tout ça a permis de télécharger les fichiers simplement, avant même qu'on ait réglé le problème du droit d'auteur. Donc c'est un sujet. Ça va vite. Le droit, c'est une science dure qui est beaucoup plus, qui évolue. On va pas dire, enfin, qui évolue lentement. Donc Ah oui, ça va être c'est sûr, compliqué. il faudra des années. Un mot aussi, Axel, hein, sur ce sujet-là. Est-ce qu'il est possible de réglementer pour rebondir sur ce que disait Nathan? Il est même nécessaire de réglementer. Il est possible, c'est une évidence, il est nécessaire. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce que le cadre qui a été fait, donc je rappelle, c'est une approche par les risques, d'accord, sur une technologie qui évolue, on a dit, toutes les technologies évoluent, d'ailleurs, toutes les techniques. Donc, est-ce que le cadre fixé sera obsolète dans 10 ans? C'est une première question. Quelle sera la possibilité de l'appliquer? C'est bien de faire des lois, mais on sait très bien qu'une loi qui ne donne pas la possibilité d'être appliquée, c'est une loi pour rien. Et puis, on peut aussi se poser quelques questions sur qui est-ce que ça avantage, au détriment de qui, etc. J'espère qu'il y a quelques X-Télécom à l'industrie pour faire rédiger les lois pour nos ministres dans les Who knows. cabinets. Who knows. Frédéric, on rappelle ce bouquin, parce que ça fait plus de 45 minutes qu'on est ensemble. Bon, on espère que tous les enseignants, je vous le fais, vous le découvrez? Non, vous le découvrez pas. C'est Frédéric qui l'a coordonné. Je ne le découvre pas. Merci à tous ceux qui ont participé. Ben oui, En tout parce cas, qu'ils sont nombreux en plus, bah oui. parce qu'il y a tous une les belle noms. équipe. Une belle équipe, vous avez. Oui, oui. Beaucoup de personnes ont participé. Un dernier point que je voulais vous dire. Merci, Monsieur Azoulay. Ouais. Dernier petit point, c'est le Collège de Paris, en fait, il envisage de mettre en place on va pas dire un pôle de recherche. Non, il voudrait mettre en place une structure dédiée qui puisse permettre de mutualiser toutes les intelligences artificielles existantes dans les différentes écoles partenaires. Bon, bah, alors, écoutez, on ira regarder. Ça Ouais. va très vite, hein, de toute façon. Axel, merci. Nathan, merci. Merci à Un vous. pôle Alors, dédié je aussi. vous recommande d'essayer. C'est une appli, hein, Bon, qu'on peut c'est dire. un SaaS. C'est un SaaS, voilà. oui, c'est ça. Et puis on s'évalue comment parler. Alors, Nathan, il a une longueur d'avance puisque vous avez été récompensé pour l'éloquence, si j'ai bien vu. Ouais, c'est l'histoire ancienne tout C'est ça. l'histoire ancienne, vous êtes très vieux, c'est vrai. Voilà. Vincent, merci. J'ai Nora, vite. merci de nous avoir rejoints, de nous avoir éclairés. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie. Je rappelle l'ouvrage l'IA éducatif, l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. Voilà, c'était une émission passionnante. On pourrait faire la même, peut-être pas dans 15 jours, mais dans quelques mois. Et je suis sûr qu'il y aura encore plein de choses à dire. Merci à tous. Une très belle soirée.